Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons continuer avec le fémur proximal. Pour cela, nous avons quatre schémas que vous avez. Donc, on va commencer, je vais expliquer le schéma. Premier schéma, ça, c'est un schéma qui montre le fémur en vue antérieure. Donc, on va regarder le de face. Deuxième schéma, vous regardez le profil, mais de vue interne. Troisième schéma, vous regardez le postérieur. Quatrième schéma, vous regardez le profil, mais vue latérale. Donc, sous schéma, ça, ici, c'est supérieur, là, c'est inférieur. Ici, c'est en dedans, et là, c'est en dehors. Même bagaille, supérieur, inférieur. Mais là, OK, c'est plutôt en dedans, et là, en dehors. Même bagaille, supérieur, inférieur, en dedans, en dehors. Ici, supérieur, inférieur, en dehors, en dedans. OK? Bon. Alors, le fémur proximal. Le fémur proximal, c'est l'os de la cuisse, c'est zoa qui piquant. Son extrémité proximale est caractérisée par la tête du fémur, le col et deux importantes saillies, le grand trochanter et le petit trochanter. OK? Et tout ça se trouve à l'extrémité proximale de la diaphyse fémorale. On y va pour la tête. La tête est donc arrondie et a en son milieu une fossette qu'on appelle la fovea cavity. Elle est non articulaire et c'est là que s'insère le ligament rond. Maintenant, reliant la tête au corps, nous avons le col qui est un cylindre osseux et il est orienté en haut et en dedans. Et son axe, bon, alors là, l'autre schéma que je dis pour nous comprenions bien. Donc, le col, il est orienté en haut et en dedans. Et avec l'axe du corps et l'axe du col, nous avons un premier angle qu'on appelle l'angle d'inclinaison, qui est à peu près de 125 degrés. Si cet angle est plus petit que 125 degrés, on va parler de coxa vara. Si cet angle est beaucoup plus grand, on va parler de coxa valga. Là où on a fait karaté, que besoin de faire grand écart latéral, si on a un coxa valga, il peut faire plus facilement que ça qui gagne coxa valga. Mais maintenant, si on voit une vue supérieure, OK, et qu'on compare l'axe du col avec l'axe des condyles fémoraux qu'on voit en dessous, on voit que le col est déjeté en dedans et en avant et fait avec l'axe des condyles fémoraux un angle à peu près de 12 à 15 degrés. C'est ce qu'on appelle l'angle de déclinaison. On parle qu'il y a de grand trochanter et de petit trochanter. Donc, le grand trochanter, il est situé dans l'axe de la diaphyse. Oui, axe diaphyse. Quand le trochanter est bien situé dans l'axe de la diaphyse, à la jonction du col et du corps. Il s'étend vers l'arrière et sa face médiale, ici, donc c'est la vue interne qui permet de voir la face médiale. Donc, nous avons la face latérale et là, la face médiale. Face médiale, c'est face en dedans. Délimite une large cavité appelée fosse trochantérique. La paroi latérale de la fosse trochantérique présente une dépression ovale où s'insère le muscle obturateur externe. Le grand trochanter a une crête allongée sur sa face antérolatérale pour l'insertion du petit glutéal et de l'autre côté, sur sa face latérale pour l'insertion du muscle moyen glutéal. Et entre les deux, le grand trochanter est palpable. Sur la face médiale de la partie haute du grand trochanter, juste au-dessus de la fosse trochantérique, on note une zone d'insertion pour les muscles obturateurs internes, okay, et jumeaux. On n'a pas mis les jumeaux. Et immédiatement dessus, en arrière, une petite zone sur le bord du grand trochanter pour l'insertion du muscle piriforme. Le petit trochanter, pas grand-chose à dire, sinon qu'il est de taille réduite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul muscle qui s'insère dessus. Il a la forme de cône à l'extrémité émoussée. Donc, ça veut dire que tête cône, ils rond.
Il est situé juste à la jonction avec le col du fémur. Il est le point d'insertion des muscles grand psoas et psoas siliaire. Maintenant, entre les deux trochantères, au niveau de la ligne en vue antérieure, ils sont reliés par la ligne intertrochantérique et postérieure par la crête intertrochantérique. Donc, on commence par la ligne, on commence par la ligne de la crête. On commence par la ligne intertrochantérique. OK, c'est une crête osseuse qui se dirige donc en bas et en dedans. Et elle se continue avec la ligne, elle se continue avec la ligne pectinéale qu'on appelle encore la ligne spirale et contourne l'os pour finir au bord médial de la ligne âpre en vue postérieure. C'est-à-dire que la crête intertrochantérique, elle est située à la face postérieure, donc on se voit comme vue postérieure du fémur boxicois. Elle descend pratiquement, elle descend médialement du bord postérieur du grand trochanter, okay, au petit trochanter. C'est une arête osseuse large et régulière et un tubercule proéminent qu'on appelle le tubercule quadraque. Okay, sur sa moitié supérieure où s'insère le muscle carré fémoral. Est-ce que la diaphyse fémorale, pour cela, on a un autre schéma pour la diaphyse fémorale. Elle descend, je vais regarder, diaphyse fémorale, elle descend en bas et en dedans, okay, suivant un axe vertical avec lequel elle fait 7 degrés. L'extrémité distale du fémur est donc plus proche de la ligne médiane que l'extrémité proximale. Maintenant, au niveau du tiers moyen, donc je coupe les os en là et puis on regarde la tranche-section. Au niveau du tiers moyen, la diaphyse, elle est triangulaire, donc elle a donc 3 faces, 3 bords. Elle a donc la face antérieure, la face médiale et la face latérale, séparées par les bords médial, latéral et le troisième bord qui est le plus important, qui est la ligne âpre. Ce bord postérieur est beaucoup plus prononcé parce qu'il donne insertion à un tas de muscles. Et ce bord postérieur, comme on a vu, il est continué en dedans par la ligne pectinéale et en dehors par la tubérosité glutéale. Donc, le muscle grand glutéal s'insère sur la tubérosité glutéale. La ligne pectinée, la tubérosité glutéale et la crête intertrochantérique délimitent une zone triangulaire à la face postérieure du fémur proximal. Maintenant, on y va pour les cas cliniques. Le premier cas clinique que nous gagnons, c'est justement les fractures du col fémoral. Les fractures du col fémoral ont ça de dangereux que ça va provoquer l'arrêt de la vascularisation. Ici, nous avons la vascularisation de la tête, on voit bien. C'est vascularisé par un réseau artériel qui est capsulaire et intracapsulaire et par l'artère du ligament rond qui n'est pas une artère constante. OK? On va voir ça de façon plus détaillée. Donc, tout ça pour dire que les fractures du col peuvent entraîner une non-vascularisation de la tête qui va entraîner une nécrose de la tête. On va voir de façon plus détaillée la vascularisation de la tête fémorale. Donc, nous avons un réseau artériel extracapsulaire qui est constitué autour de la base du col fémoral en arrière par une branche importante de l'artère circonflexe fémorale médiale, artère circonflexe fémorale médiale qui va former son réseau, et l'artère circonflexe fémorale latérale. Donc, de là vont partir justement des branches qui vont longer le col et arriver au niveau de l'artère. On va aussi avoir un réseau qui va venir de 2 artères postérieures qui sont les artères glutéales supérieures et artères glutéales inférieures. Avec en plus, on va avoir l'artère du ligament. Ici, nous avons une fracture du col qui est donnée par votre livre.
Là encore, fracture du col. Donc, après ce cours-là, vous devez aller regarder sur Google pour chercher toutes les radiographies du fracture du col parce que ça. En plus des fractures du col, nous avons des fractures qui vont relier les deux trochantères. On appelle ça des fractures intertrochantériennes. La classification que je vous donne n'est pas à étudier. Vous avez simplement à voir la classification. Ici, nous avons un exemple, mais c'est limite, c'est une plaie par arme à feu. En fin de compte, la diaphyse fémorale peut se casser. Quand la diaphyse fémorale se casse, comme vous voyez, il y a un chevauchement. Ce chevauchement explique le raccourcissement du membre atteint. En plus de ça, l'os ne tient plus le membre inférieur qui va aller en rotation latérale. Là, le pied est bien là, puisque là, vous voyez que le pied est en rotation latérale. De même que le genou. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic différentiel. Si c'était une fracture de la jambe, le genou serait au zénith et on aurait une rotation latérale du pied. Dans ce cas-là, nous avons une rotation latérale du pied, une rotation latérale du genou. Ça veut dire que c'est soit une fracture du col fémoral, soit par exemple une fracture intertrochantérienne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo parlera de l'articulation de la hanche. Donc, au revoir tout le monde et à la prochaine vidéo.